Vendredi 12 janvier 2024, chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être avec vous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jour, le président de la République, Andry Rajoelina, s'est adressé aux officiers de l'armée malagasy à l'occasion de la journée des officiers ce 12 janvier. Il les a encouragés à honorer leur engagement pour le développement du pays à travers le maintien de l'ordre, le respect de la loi et la sauvegarde de la souveraineté. Reportage de Judith Kael, Radjaniri. Le président de la République a transmis un message à tous les officiers à l'occasion de la journée des officiers le 12 janvier. Les officiers travaillent et mènent un combat quotidien pour le peuple malagasy, des missions pour lesquelles le président malagasy les encourage toujours. Il leur a également rappelé qu'ils sont les piliers du pays et qu'ils doivent montrer leur engagement dans l'unité à l'image de la solidarité montrée par leurs aînés en 1967, l'année où la journée du 12 janvier a été déclarée journée des officiers. Il a également encouragé tous les officiers à honorer leur engagement pour le développement du pays à travers le maintien de l'ordre, le respect de la loi et la sauvegarde de la souveraineté. Les officiers malagasy sont bien formés, expérimentés et ont les compétences nécessaires pour servir le pays et le peuple malagasy, déclare le président de la République, Andry Rajoelina. Ainsi, il est certain que les officiers armés seront les piliers de la souveraineté nationale et un rempart pour protéger l'état de droit si leur solidarité et leur fraternité pour le pays demeurent. Page fait divers pour continuer. 3 enfants ont perdu la vie dans un incendie qui s'est produit hier à Tanzumbato. Leurs parents n'étaient pas à la maison au moment de ce sinistre et l'origine de l'incendie reste encore indéterminée, a déclaré la mère de ces enfants. Reportage de Khadr Manzatouf sur les images de Antar Khazanarville. Les enfants qui ont perdu la vie à la suite de l'incendie d'une maison à Tanzumbato sont cousins. L'une est une fillette de 5 ans, tandis que les 2 autres, des petits garçons, ont chacun 3 ans. Leurs parents travaillent dans les environs et ils ont pour habitude d'enfermer les enfants dans la maison lorsque ces derniers font une sieste, selon la déclaration de leur mère. Hier, vers 17h30, la mère de famille a reçu un appel l'informant qu'il y avait un incendie dans leur maison. À la suite de l'incendie, un enfant est mort sur le coup, tandis que les 2 autres ont été transportés à l'hôpital, mais ils n'ont pas survécu. L'origine de l'incendie reste encore indéterminée, selon cette mère de famille. La police nationale de Tanzumbato est déjà venue sur le lieu pour enquêter sur cet incendie. Outre les policiers qui sont déjà venus pour enquêter sur cet incendie à Tanzumbato, des agents du ministère de la Population sont également venus pour réconforter et apporter des aides aux victimes. La municipalité de Tanzumbato, dirigée par le maire, leur est également venue en aide. Le maire a appelé la population de cette municipalité à être toujours vigilante pour éviter de tels incidents. Ensuite, 18 cas de viol ont déjà fait l'objet de poursuites depuis le début de cette année 2024, selon les statistiques publiées par la procureure de la République près du tribunal de première instance d'Antananarive. Aujourd'hui, il n'y a aucune tolérance pour les auteurs de tels actes, car la loi leur est appliquée dans toute sa rigueur, selon les explications. Fadjissene Mireille et Yves Janel. Ce jeudi, en janvier 2024, 2 hommes soupçonnés d'avoir violé des jeunes filles de moins de 15 ans ont été déférés devant le parquet d'Anoussi. L'une des victimes est une jeune fille handicapée mentale qui réside à Tomadink et un autre cas concerne une fille qui jouait dans sa cour à Sarpoudi. Depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, 18 cas de viol ont fait l'objet de poursuites. Le viol et la tentative de viol sont des infractions punies des mêmes peines, rappelle la procureure de la République près du tribunal de première instance d'Antananarive aujourd'hui. Cette dernière a également souligné que les viols et les tentatives de viol font l'objet d'une politique pénale sévère qui requiert une détention préventive systématique et le refus de toute demande de liberté provisoire. Elle insiste également sur la poursuite des procédures, même si les victimes ou leurs représentants retirent leur plainte. La décision annoncée par le président, comme l'emprisonnement à vie de tout auteur de viol, attend qu'elle soit transformée en loi validée avant d'être mise en œuvre, selon les informations.
Dans un autre sujet, la Jirama essaie toujours d'améliorer ses services au profit de ses usagers. En effet, grâce au procédé Jiracake, la facture peut être payée désormais dans les cash-points moyennant un frais. L'utilisation de Jiracake permet d'éviter les files d'attente dont se plaignent les usagers, selon les explications. Reportage de Cécile Vin, Andona Martina, sur les images de Sech, Angie Adap. La Jirama collabore désormais avec les cash-points dans le paiement de factures des usagers. En effet, des cash-points agréés vont couvrir la capitale, puis tout le pays, afin que les usagers de la Jirama puissent payer leurs factures à travers le service de proximité Jiracake. La mise en place de Jiracake permettra également aux usagers d'éviter les longues files d'attente au sein des agences de Jirama. Les cash-points Jiracake vont traiter le paiement cash de la facture et aussi le paiement par mobile monnaie dans le cas où le client se déplace lui-même à la caisse et l'envoi de code de validation pour le paiement de la facture par mobile monnaie si le client envoie une autre personne. Dans les deux premiers cas, le client recevra directement le reçu, tandis que la personne envoyée par le client recevra un ticket de vérification instantané dans le troisième cas. Le service sera lancé en premier lieu dans la zone Maaz, en Passapit, dans le 5e arrondissement, où il y a toujours de longues files d'attente. Et les travaux de réhabilitation des routes de la commune d'Ivat se poursuivent toujours actuellement. L'administration de cette municipalité a pu répondre aux demandes de ses résidents grâce à la coopération avec le gouvernement et les partenaires, selon les informations. Fantiselle Mireille et Yves Janel nous en disent plus. Cette ruelle dénommée K2 dans la commune d'Ivat est l'une des ruelles en cours de réhabilitation actuellement. Les résidents se sont plaints de son mauvais état depuis plusieurs mois, particulièrement durant la saison des pluies, du fait qu'elle est boueuse et glissante. Afin de résoudre les problèmes de ces résidents, la commune d'Ivat a procédé à la réhabilitation de cette ruelle, mais aussi d'autres ruelles. Toutefois, les plus fréquentées seront priorisées, selon le maire de la commune d'Ivat. Outre la réhabilitation des routes, cette municipalité a également collaboré avec le gouvernement dans la réhabilitation du CEG Ivat. Et en tourisme, le secteur touristique de Nosy-Be-Belleville est actuellement en plein essor. Selon les opérateurs touristiques locaux, la stratégie du gouvernement a beaucoup contribué au redressement du tourisme. Ainsi, il est espéré que le nombre de touristes visitant Nosy-Be augmentera encore davantage pour cette année 2024. Les détails toujours avec Fangiselle Mireille et Yves Janel. La saison touristique a été bonne pour l'année 2023 à Nosy-Be et il est constaté que ce secteur est en pleine croissance en raison de l'augmentation du nombre de touristes selon les opérateurs locaux. Les Italiens ont été les plus nombreux à visiter Nosy-Be en 2023. Les vols internationaux ont également contribué à la promotion de la destination Nosy-Be. À cela s'ajoutent également les bateaux de croisière qui y ont débarqué. En plus de l'amélioration des offres touristiques à Nosy-Be, la construction de nombreuses infrastructures, telles que les routes, a également contribué à la promotion du secteur touristique, selon les informations. Ainsi, il est espéré que le nombre de touristes visitant Nosy-Be augmentera davantage pour cette année. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé dans la nuit les Houthis au Yémen après les attaques commises depuis des semaines par ces rebelles soutenus par l'Iran contre le trafic maritime en mer Rouge, en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza, où la guerre fait rage entre Israël et le Hamas. Reportage sur les images de France 24. La réponse militaire de Washington et de Londres, diffusée et commentée en direct cette nuit sur la chaîne de télévision Houthi. Des frappes anglo-américaines sur le territoire du Yémen, dénoncées par les porte-paroles du mouvement soutenu par l'Iran. Ils ont commis une folie avec cette agression perfide et ils ont eu tort s'ils pensaient qu'elle dissuaderait le Yémen de soutenir Gaza. Cette nuit, les aviations américaines et britanniques ont visé pour la première fois depuis le début du conflit à Gaza des cibles militaires sur le territoire yéménite, dans la capitale Sanaa, mais aussi le port d'Hodeïda et les villes de Taïz et Saada. Ce vendredi, la France déclare que ce sont les Houthis qui portent la responsabilité extrêmement lourde de l'escalade régionale. La Chine, quant à elle, s'inquiète.
La Chine est préoccupée par l'escalade des tensions. Nous appelons les parties concernées à garder leur calme et à faire preuve de retenue afin d'éviter que le conflit ne s'étende. Depuis la fin novembre, les Houthis ont mené près de 30 attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Le mouvement rebelle, qui contrôle la majeure partie du Yémen, affirme agir en solidarité avec Gaza et ne viser que des bâtiments liés aux intérêts israéliens. Mais les grands transporteurs évitent désormais la zone et font un détour de 13 000 km par l'Afrique. Après avoir revendiqué leur frappe, Washington, Londres et leurs alliés appellent désormais à la désescalade. Ensuite, sous l'effet d'une crue exceptionnelle, le RD Congo déborde. À Kinshasa, des sites résidentiels, touristiques ou industriels de bord de fleuve sont inondés, pendant que dans des quartiers populaires des rivières déversent leurs eaux noirâtres et malodorantes dans les rues et les maisons. Reportage signé France 24. Cette semaine, le fleuve Congo atteint 6,20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'a jamais été aussi haut depuis 1961 et la crue historique que la plupart des habitants de Kinshasa n'ont pas connue. On habite ici depuis notre enfance et c'est la première fois de notre vie qu'on voit une telle situation. Les chemins fréquentés par tous sont désormais inaccessibles. Certains ont réussi à se munir de petites embarcations pour aider leurs voisins. Nous aidons les gens à se déplacer grâce à nos pirogues. Nous leur permettons de se trouver à manger, surtout ceux qui sont coincés chez eux. Nous les ramenons vers la voie principale. Coincés chez eux jusqu'à la décrue, les habitants regrettent le manque d'anticipation des autorités. Moi, en tant qu'activiste, je ne suis pas très étonnée de voir que le niveau d'eau augmente à ce point. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir à quel point il n'y a aucune mesure qui est prise pour toutes ces familles qui sont en train de subir juste les effets du changement climatique qui se manifestent par de fortes inondations. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes, ils construisent où ils veulent, comme ils veulent. Il n'y a pas d'urbanisation. Pour les experts, les autorités doivent mettre en place un plan d'urbanisation pour faire face aux intempéries de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. Et 2 ans après le Cameroun, la Côte d'Ivoire accueille la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cannes du 13 janvier 2024 jusqu'au 11 février 2024. Le Maroc sur les braises de son mondial qatari, le Sénégal sur son élan continental et la Côte d'Ivoire à domicile sont les 3 grands favoris de la Cannes qui débute samedi par un match entre les éléphants et la Guinée-Bissau. De son côté, l'équipe tunisienne espère réaliser un exploit. La dernière victoire du pays à la Cannes remonte à 20 ans. France 24. À domicile, l'entraînement a été intensif ces dernières semaines pour la sélection tunisienne qui s'est envolée ce vendredi 12 janvier pour la Côte d'Ivoire. En 2022, les Aigles avaient été éliminés en quart de finale. Cette année, ils espèrent faire mieux. De terminer dans le carré d'as déjà, ça c'est le premier objectif. Vous savez, le football c'est toujours pareil. Dès qu'on avance et qu'on arrive dans une situation, si on gagne, on crée une dynamique et après c'est d'aller le plus loin possible, tout simplement. La force de l'équipe repose davantage sur le collectif que sur les talents individuels. La Tunisie n'a peut-être pas des noms ronflants en Europe, mais on est toujours là. Pour des joueurs comme nous, ça fait peut-être 4 Coupes d'Afrique. Donc c'est déjà quelque chose de bien, on a cette expérience et on a surtout cette homogénéité dans le groupe qui fait notre force. Et alhamdoulilah, on a un très bon collectif et on se donne toujours à fond. Autre atout sur lesquels les Aigles peuvent compter, le public tunisien. Nizal, banquier, profite de sa pause déjeuner pour acheter le nouveau maillot de l'équipe nationale. Une tradition avant chaque CAN. Il découvre cette nouvelle édition, hommage à la dernière victoire. Le retour au col chemise qui nous rappelle les souvenirs de la CAN 2004 qu'on avait remporté à Radès. Et espérant que cette fois, ça nous porte chance encore une fois. Ce passionné est déjà parti à l'étranger pour suivre les compétitions et regarde tous les matchs de l'équipe nationale sans exception. Donc c'est 90 minutes où on peut fédérer tous les Tunisiens derrière l'équipe nationale, devant la TV, que ce soit dans le café, que ce soit à la maison, entre familles, entre amis. Sur les radios locales, l'actualité des clubs occupait encore une grosse partie de l'antenne à la veille de la CAN. Mais dès le coup d'envoi de la Coupe, les Tunisiens vont oublier leurs différences footballistiques. L'amour du club va disparaître provisoirement, Et on va voir
une sorte de solidarité. Il suffit par exemple de passer en finale, vous allez voir ce qui va se passer dans les rues. C'est la magie du football. Les Aigles sont attendus au tournant avec une phase de poule difficile qui commence le 16 janvier prochain contre la Namibie. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Au revoir.